Ma mère a jeté les cupcakes de ma fille de 8 ans à la poubelle. Ma fille de 8 ans avait passé 5 heures à préparer des cupcakes pour le dîner familial. Ma mère les a jetés à la poubelle. Réessaie quand tu seras plus grande, a ri ma sœur en lui riant au nez. Je n'ai pas ri. Je me suis levé et j'ai dit ceci. Tout le monde est resté sans voix. C'était censé être un dîner familial normal. Du rôti, des conversations bruyantes, une bouteille de vin qui était probablement déjà à moitié vide avant notre arrivée. Rien de dramatique. Juste un repas ordinaire. Mais cette soirée n'est pas restée ordinaire. Cette soirée a tout changé. L'odeur nous a frappés avant même d'entrer dans la salle à manger, de l'ail, du romarin et quelque chose de légèrement brûlé que ma mère qualifierait de « parfaitement caramélisé ». Les voix traversaient les murs, mêlées de rire et du tintement des couverts. Mon mari Evan m'a serré la main. « Prête ? » « Autant que je puisse l'être, ai-je répondu. Entre nous, Chloé serrait le plateau qu'elle avait refusé de me laisser porter. Le papier aluminium crissait sous ses doigts. Elle était debout depuis le matin. 3 lots ratés, un seul parfait, et elle les avait glacés comme si elle décorait pour des rois. Elle était si fière qu'elle tenait à peine en place. Nous sommes entrés. Les conversations ont ralenti, juste une seconde. Ma mère a souri, ce sourire d'hôtesse parfaitement maîtrisé qui pouvait aussi servir d'arme. Vous voilà. On pensait que la circulation vous avait avalé tout entier. Presque, ai-je dit. La table était pleine. Mes parents aux deux bouts, comme des serre-livres. Ma sœur Monica en face de nous, sa fille Sienna déjà à moitié dans sa purée de pommes de terre. Chloé se tenait à côté de moi, le plateau dans les mains, attendant que quelqu'un remarque. Elle a fait le dessert, ai-je dit en souriant vers elle. Toute seule. Un chœur de bruit poli a suivi, oh, comme c'est mignon. Quelle ambition. Qu'elle est adorable. Le genre de compliments qui rebondissent à la surface et disparaissent avant d'atteindre quoi que ce soit de réel. Chloé a retiré le papier aluminium. Les cupcakes avaient l'air un peu irréguliers, mais ils sentaient délicieusement bon, vanille, sucre et quelque chose d'espoir. Personne n'a bougé. Sienna a froncé le nez. Ils sont sans gluten ? J'ai cligné des yeux. Non, ils devraient l'être. Maman dit que je ne fais pas de gluten cette semaine. Monica a souri, comme si c'était une annonce de style de vie. J'ai regardé l'assiette de Sienna. Ce petit pain que tu manges n'est pas exactement sans gluten. Un rire forcé de Monica. Eh bien, maman l'a fait. C'est différent. Ma mère a hoché rapidement la tête, trop vivement. Ma chérie, c'est charmant que tu aies essayé. Mais nous avons déjà tellement à manger. Mettons-les de côté pour l'instant, d'accord ? Elle a soulevé le plateau avant que je puisse répondre, avec précaution et grâce, et l'a emporté vers la cuisine. Et comme ça, la conversation a repris, plus forte cette fois, plus brillante. Chloé s'est assise à côté de moi. Elle a plié sa serviette en petits carrés bien nets et a fixé son assiette. Je me suis dit de rester calme, de choisir mes batailles, de laisser passer. Mais quand je me suis levé quelques minutes plus tard en disant que j'allais chercher des serviettes, personne n'a levé les yeux. La cuisine sentait le nettoyant au citron. Le couvercle de la poubelle était à moitié ouvert. J'ai vu le glaçage en premier, des traînées blanches sur le sac, des caissettes en papier écrasées, une pluie de vermicelle comme des confettis à un enterrement. Il m'a fallu une seconde pour respirer, une autre pour réaliser que je n'étais pas seul. Chloé se tenait dans l'encadrement de la porte. Ses yeux sont allés directement à la poubelle, puis à moi. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement figée. Quelque chose en moi s'est tordu. J'ai ouvert la bouche pour dire, ça va, mais elle s'était déjà retournée et s'éloignait dans le couloir à pas silencieux. Quand je suis revenu, elle était assise parfaitement immobile, sa fourchette intacte, le visage vide de cette façon que seuls les enfants savent faire quand ils essaient de ne pas pleurer. Monica parlait à nouveau. Quelque chose sur le fait que les enfants avaient besoin de normes plus élevées. Ma mère hochait la tête comme si elle était d'accord avec une vérité divine. Chaque mot raclait ma poitrine. Les mains de Chloé tremblaient sous la table, je le sentais à travers le bois. Personne d'autre ne l'a remarqué, ou peut-être l'ont-ils fait et ont-ils fait semblant de ne rien voir. J'ai regardé directement ma sœur Monica et j'ai dit, d'un ton léger.
tu es sûr que tu ne veux pas en goûter un avant qu'il disparaisse. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Pendant une fraction de seconde, ses yeux ont glissé vers la cuisine. Juste une fois. Juste assez. Puis elle a souri. Trop brillamment. Je pense que j'ai eu assez de sucre pour l'année. Elle s'améliorera quand elle sera plus grande. Le rire qui a suivi était mince, nerveux. Autour de la table, tout le monde est retourné à faire semblant que rien ne s'était passé. Et c'est là que ça m'a frappé. Le mensonge était le vrai dessert de la famille. Chloé a pris sa serviette et l'a pressée contre sa bouche, faisant semblant d'essuyer quelque chose. Mais sa main est restée là trop longtemps, tremblante. Quand elle l'a baissée, son visage était sec. Ses yeux ne l'étaient pas. Et c'est à ce moment-là que la pièce est passée de bruyante à insupportable. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Silencieusement. Comme un engrenage qui se verrouille en place. J'ai pris mon verre. Ma voix est sortie calme. Trop calme. Je veux porter un toast, ai-je dit. Chaque fourchette s'est figée. Chaque voix s'est arrêtée au milieu d'un mot. Au dernier repas que nous partagerons avec vous. Le silence qui a suivi avait du poids, le genre que l'on sent appuyé sur la peau. Evan m'a regardé, stupéfait. Jody. Nous partons, ai-je dit. Il m'a fixé comme si je parlais une autre langue, mais il s'est levé quand même. Sa chaise a raclé bruyamment le sol. Chloé s'est levée aussi, glissant sa main dans la mienne sans lever les yeux. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père avait l'air confus. Monica fixait simplement, la bouche légèrement ouverte, comme si elle attendait une chute qui n'est jamais venue. Nous sommes sortis. Nous avons descendu le couloir avec les photos de famille encadrées. Les sourires parfaits, les vacances, l'harmonie feinte. Tous des mensonges, en réalité. Juste des instantanés qui sautaient la vérité. La porte d'entrée s'est refermée derrière nous. Pas un claquement. Juste un clic doux et définitif. Dehors, l'air était froid, propre et assez vif pour avoir un goût. Chloé est montée à l'arrière. Evan a suivi, silencieux. J'ai démarré la voiture. Mes mains tremblaient. Juste un peu. Chloé fixait droit devant elle. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son silence remplissait la voiture comme le son remplit une église. Complet. Résonnant. Et quelque part entre cette maison et le premier feu rouge, j'ai su que quelque chose s'était brisé dans notre famille. Quelque chose qui ne se réparerait pas. Pas cette fois. Si vous aviez demandé à ma mère, elle aurait dit que notre famille ne faisait pas d'injustice. Nous avions des normes. Ce qui, dans notre maison, signifiait que si vous n'étiez pas parfait, vous aviez tort. J'étais l'aîné, de 2 ans plus âgé que Monica, ce qui faisait de moi le prototype familial. La règle était claire, si je faisais quelque chose de bien, c'était attendu. Si Monica faisait la même chose, c'était merveilleux. Elle a appris tôt que ses erreurs avaient le droit d'être mignonnes. Les miennes étaient des déceptions personnelles. La phrase préférée de maman était « Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être bien fait ». Ça sonnait comme de la sagesse. Ça ressemblait à de la surveillance. Je passais 2 heures sur une feuille de maths, avec une minuscule trace de gomme dans le coin. Elle la regardait, soupirait et disait « Tu ne peux pas la rendre comme ça. Recommence ». Je le faisais. Puis je pleurais sur la 2e copie parce que le papier se déchirait là où j'avais trop appuyé. Elle me tendait une nouvelle feuille sans un mot. C'est comme ça qu'on apprend l'endurance, une page de devoir gâché à la fois. Si une serviette pendait un peu de travers, elle passait et disait « Refais-la jusqu'à ce que ce soit bien ». Si un plat n'était pas rincé parfaitement, un travail bâclé reflète une pensée bâclée. Papa se raclait la gorge comme s'il allait intervenir, mais il ne le faisait pas. Son silence comptait comme un accord. Dans cette maison, le silence signifiait approbation. Ce schéma s'est installé sur nous comme du papier peint, si ordinaire qu'on ne le remarquait plus. Les efforts de Monica étaient accueillis avec patience, les miens avec correction. Quand elle oubliait une étape, maman souriait et disait « Elle est encore petite ». Quand j'oubliais, c'était « Tu sais mieux ». Et quand les corvées tournaient mal, la solution était toujours la même « Jody, tu es l'aînée, arrange ça pour elle ».
Alors je le faisais. Je suis devenu le filet de sécurité de la famille avant d'être assez grande pour comprendre ce que cela coûtait. Les compliments étaient rationnés. Les plus petites réussites de Monica étaient célébrées. Les miennes étaient des obligations déjà supposées. Même enfant, je me disais que c'était juste. Être l'aîné signifiait plus de responsabilité. Il m'a fallu des années pour réaliser que cela signifiait surtout que quelqu'un devait tenir la ligne, et que ce ne serait pas eux. À l'adolescence, le fossé s'était durci. Si Monica terminait un projet proprement, maman l'appelait merveilleux. Si je terminais le mien, elle trouvait un bord à couper, un détail à refaire. Et mon père, stable, gentil, mais absent dans tous les moments qui comptaient, laissait le déséquilibre perdurer. Je ne me battais pas. On apprend à ne pas le faire. On se convainc que l'effort apporte la paix, que l'excellence garantit l'appartenance. Puis est venu l'âge adulte, la preuve que l'entraînement reste. Monica s'est mariée jeune et a eu Sienna. 3 ans plus tard, j'ai eu Chloé. Ville différente, même hiérarchie. Chaque fois que nous rendions visite, je voyais le vieux scénario se rejouer. Chaque dessin de Sienna était digne d'un musée. Les efforts de Chloé venaient avec des remarques douces, sois polie, ma chérie. Attention maintenant. Fais-le correctement. Au début, je pensais que c'était une habitude, le genre d'attention inoffensive que les grands-parents accordent. Puis j'ai remarqué que le schéma était inversé. Sienna était l'aînée, pourtant c'était Chloé qui était corrigée, mesurée, remodelée. Si cela avait vraiment été une question d'âge ou d'enseignement, cela aurait été dans l'autre sens. C'est là que la logique s'est effondrée. Ce n'était jamais une question de guidance. C'était une question de contrôle. Le genre discret, délivré avec un sourire et une diction parfaite. Voir Chloé se replier sur elle-même après chaque petite remarque était comme regarder une photo se faner pendant que vous la teniez encore. Elle commençait vive, confiante, puis se retirait par degrés jusqu'à n'être plus que des excuses. Et chaque fois, ma mère avait l'air satisfaite, comme si elle avait restauré l'ordre. À cette époque, j'étais une adulte qui travaillait, prudente, solvable, celle qui avait tout en ordre. Le succès ne m'a pas libéré. Il a simplement donné à ma famille de nouvelles façons de dépendre de moi. Chaque mois, je virais de l'argent pour l'hypothèque de mes parents, juste le temps qu'ils se remettent. Si Monica avait besoin d'aide, l'appel passait par maman, tu sais qu'elle fait de son mieux, ma chérie. Et j'en voyais plus, parce que c'est ce que font les bonnes filles. L'échange tacite était simple, ma stabilité achetait ma place à table. Chaque paiement disait, nous sommes fiers de toi, tant que tu continues à payer pour cette fierté. Quand les fêtes arrivaient, j'achetais le rôti, le vin, les cadeaux, tout sous l'étiquette des normes élevées. Il m'a fallu des années pour entendre ce que ces mots signifiaient vraiment, notre façon ou rien. Après le dîner avec les cupcakes, tout s'est rejoué. Les devoirs, les serviettes, les corrections soigneuses présentées comme de la gentillesse. Les lignes n'avaient pas changé. Seul le public avait changé. C'est charmant que tu aies essayé. Nous voulons juste garder tout le monde en sécurité. Meilleure chance la prochaine fois. Il me disait ça autrefois. Maintenant, il le disait à Chloé. Et soudain, j'ai compris. Ce n'avait jamais été une question d'effort, d'amour ou même de famille. C'était une question de garder quelqu'un légèrement plus petit pour pouvoir rester légèrement plus grand. Pendant des décennies, j'avais appelé ça des normes élevées, mais en regardant ma fille assise là, les mains serrées, j'ai vu clairement, c'était juste du contrôle avec des bonnes manières, et j'en avais fini de le confondre avec de l'amour. Cette nuit-là, après avoir quitté la maison de mes parents, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié non plus. Je me suis simplement assise à mon bureau, les mains encore tremblantes et le goût de ce dîner encore dans la gorge. La maison semblait lourde, comme après un orage. Calme, mais chargée. Evan était dans la cuisine, rinçant des assiettes dont personne n'avait vraiment mangé. À l'étage, la porte de la chambre de Chloé était fermée. J'ai allumé l'ordinateur. L'écran a éclairé la pièce d'un bleu pâle d'hôpital. Un par un, j'ai ouvert tous les onglets qui me liaient à eux, le virement automatique pour l'hypothèque, le fonds familial, les petits paiements discrets qui tournaient en arrière-plan de ma vie comme un bruit blanc. Clic. Annulé. Confirmé. Chaque confirmation sonnait comme un clou enfoncé. Définitif. Irréversible.
Evan est entré, une serviette sur l'épaule. Il a regardé l'écran un moment. Qu'est-ce que tu fais? De la maintenance, ai-je dit. Je ferme juste quelque chose. Il a froncé les sourcils. Peut-être attendre quelques jours. Tu étais bouleversé. Tu ne pensais pas vraiment ce que tu as dit sur le fait de ne plus jamais les voir. J'ai gardé les yeux sur l'écran. J'étais sincère à chaque mot. Il n'a pas discuté, ce qui m'a dit qu'il me croyait. Cela l'effrayait plus que la colère ne l'aurait fait. Le lendemain matin, je me suis préparé au contre-coup, aux larmes, à la confusion, au regret. Au lieu de cela, j'ai trouvé Chloé dans le couloir, habillée, les cheveux brossés, debout très droite. Elle s'est approchée, m'a entouré de ses bras et a murmuré. Merci. Pourquoi? D'avoir dit quelque chose. D'être parti. Je n'ai pas fait assez confiance à ma voix pour répondre. Nous nous sommes assises sur le canapé. La lumière du soleil tranchait à travers les stores en fines barres dorées. Des larmes glissaient sur son visage. Cette fois, elle ressemblait à une libération, pas à de la honte. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être fière, lui ai-je dit. Elle s'est appuyée contre moi. Est-ce qu'on peut juste rester à la maison la prochaine fois? Oui, ai-je dit. On peut. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait chaude. Pas grande. Pas brillante. Juste sûre. Mardi, les appels ont commencé. Je n'ai répondu à aucun. Des numéros bloqués remplissaient mon écran comme des mauvaises herbes, maman, Monica, inconnu, inconnu encore. Chacun s'est tu de lui-même. Puis un nouveau numéro est apparu, que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Enfin, a claqué maman. Tu as une idée de la puérilité de ton comportement? Je n'ai rien dit. Nous essayons de l'éduquer, a-t-elle continué. C'est ce que font les parents. Tu as humilié cette famille. Jeter ce qu'une enfant de 8 ans a fait n'est pas de l'éducation, ai-je dit calmement. C'est de la cruauté. De la cruauté? Elle survivra. Tu as survécu, non? Ça t'a rendu réussi. Tu nous en remercieras. Elle a passé 5 heures à les préparer, ai-je dit. Et tu les as jetés parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur des normes. Je ne la laisserai pas penser que c'est normal. La voix de maman s'est durcie. Donc tenir un enfant à des normes et de l'abus maintenant? C'est ça, l'éducation. Non, ai-je dit. C'est du contrôle. Et j'en ai fini. Avant qu'elle puisse répondre, j'ai raccroché. Ma main était ferme. Mon pouls ne l'était pas. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Papa cette fois. Je ne l'avais pas bloqué. Je ne pensais pas en avoir besoin. Son ton était doux, prudent, la façon dont on parle à une mèche. Ta mère est très bouleversée, a-t-il commencé. Tu devrais l'appeler, arranger les choses. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai failli rire. Je lui ai dit la vérité. Elle essaie juste d'aider, tu sais comment elle est. Oui, ai-je dit. Je sais. Il y a eu une pause. Au fait, nous avons remarqué que le paiement de l'hypothèque n'est pas arrivé ce mois-ci. C'est exact. Je comprends si tu ne veux pas pour l'instant, mais pourrais-tu continuer pour le moment? Nous sommes à court d'argent. Une fois que les choses se calmeront, nous reprendrons le relais. Non, ai-je dit. Je ne suis pas votre banque. Il a soupiré, déçu mais pas surpris. Tu n'aurais pas ce bon travail si nous ne t'avions pas poussé. Nous t'avons appris la discipline. C'est pour ça que tu peux nous aider maintenant. Je ne suis pas réussi grâce à vous, ai-je dit. Je suis réussi malgré vous. J'ai survécu. C'est la différence. Il s'est tu. Puis, doucement. Nous avons fait de notre mieux. Nous t'avons fait tel que tu es. C'est comme ça que tu nous remercies? Je ne vous remercie pas, ai-je dit. Je brise le schéma. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était caverneux. Pourtant, je pouvais respirer dedans. Les jours ont passé. Plus d'appels, plus de textos, plus de retraits discrets de mon compte. Juste de l'espace.
Chloé le remplissait facilement. Elle fredonnait en dessinant. Elle riait plus fort. Elle a arrêté de vérifier mon visage pour avoir la permission avant de sourire. Un après-midi, elle a fait tomber une tasse, l'a regardé se briser et a attendu. J'ai dit. C'est bon. On va balayer. Elle a cligné des yeux, puis a souri. C'est tout? L'expression sur son visage, pure incrédulité, faisait plus mal que toutes les anciennes disputes. Evan est entré, s'est appuyé contre l'encadrement de la porte et nous a regardés. Vous deux, vous devenez dangereuse, a-t-il dit. Insouciante, ai-je répondu. On pourrait même s'amuser. Il a souri, mais ses yeux se sont adoucis. Tu as l'air plus légère. Peut-être que je le suis. Pas heureuse, juste libérée. Comme si j'avais posé quelque chose que je ne savais pas porter. Cela fait 6 mois. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis la fin des remboursements. On dit qu'ils ont vendu la maison au printemps. Ils ne pouvaient plus garder l'hypothèque sans mon aide. Ils ont acheté un endroit plus petit, à 3 heures de route, moins cher, plus calme, pratique pour les excuses. Monica et Sienna viennent encore parfois, mais pas souvent. C'est une longue route, et apparemment tout le monde est occupé. Quelques parents éloignés se sont aussi refroidis avec eux. Il s'avère que je n'étais pas la seule sur qui ils s'appuyaient trop fort. J'avais viré 800 $ par mois pendant presque 10 ans, hypothèque, urgence, quelle que soit la crise de la semaine. Près de 100 000 $ déguisés en devoirs. Maintenant, cet argent achète des billets d'avion, des week-ends loin et les cours d'art de Chloé. Mes finances sont enfin à moi. Et ma paix aussi. Chloé s'épanouit. Evan est heureux. Le silence de mes parents n'est plus une perte. C'est une liberté avec une meilleure lumière. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin? Ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus.